Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'un homme dont la vie traverse certaines des pages les plus bouleversées de l'histoire de France. Un Normand qui, par sa sagesse et sa compétence, sut se rendre indispensable au plus grand gouvernement de son temps sans jamais sacrifier ses convictions. Son nom, Charles-François Lebrun, dont l'héritage nous est encore observable aujourd'hui, fait partie de notre quotidien. C'est ce que je vous propose de découvrir à travers ce nouvel épisode d'Histoire de Normand. RCF, Histoire de Normand, Gauthier Lenôtre. Charles-François Lebrun est né le 19 mars 1739 dans le hameau de la Bouchelière, un petit village à l'époque, qui fait aujourd'hui partie de Saint-Sauveur-Landelin, devenu depuis quelques années maintenant Saint-Sauveur-Village. Nous sommes dans le département de la Manche. Il est l'enfant d'une famille de la petite noblesse provinciale, ce qui a favorisé son instruction, son ouverture à des sujets complexes et ce qui l'a également conduit à démontrer un esprit curieux, cultivé, capable d'embrasser des sujets complexes bien loin de ce qui intéressait dès lors ses camarades. Il a effectué des études classiques où il a appris les langues et notamment le droit avant de rejoindre Paris afin d'entamer une carrière d'avocat et de devenir censeur royal, puis inspecteur général des domaines de la couronne, au service notamment du fameux chancelier Maupeou dans les années 1760-1770. Chancelier Maupeou, qui est encore aujourd'hui connu dans l'histoire pour avoir mené notamment la réforme des parlements provinciaux sous le règne de Louis XV, qui a conduit à pas mal de tumultes, de conflits entre représentants institutionnels, ce qui a alimenté cet esprit révolutionnaire contre l'absolutisme royal. Bref, nous en parlerons sans doute dans un autre épisode. Quoi qu'il en soit, ce poste, cette responsabilité dans les rouages de l'Ancien Régime a représenté une expérience importante dans la vie de notre Normand Charles-François Lebrun. Ce fut l'occasion de comprendre les finances du royaume, les équilibres délicats entre corps de magistrature, souverain lui-même et les institutions, mais surtout les résistances à toute réforme. Lebrun y a acquis très tôt un sens aigu de l'administration, un savoir-faire qui lui a servi toute sa vie. Vous savez, ce sens qui permet de faire preuve de diplomatie, de chauffer le chaud et le froid pour parvenir à ses fins sans se mettre à dos tout le monde. Bref, un véritable stratège. Survint en 1789 la Révolution française, année de bascule dans l'histoire de France qui a tout changé, y compris la destinée de notre Normand. Car lorsque les États généraux furent convoqués, Lebrun y représenta le tiers-État en tant que député pour le bailliage de Dourdan. Il a volontairement renoncé à certains privilèges, embrassant d'une certaine manière la Révolution française, signe du profond désir de stabilité et d'équité qui l'a animé. Oui, bien qu'issu de la noblesse, il ne s'est pas montré hostile, du moins d'une manière aussi affirmée que certains autres députés, à cette fameuse nuit du 4 août 1789 qui a aboli les privilèges, cette nuit qui a embrasé la France. Encore une fois, nous en parlerons plus tard, mais c'est un sujet qui est très passionnant. Au sein de l'Assemblée constituante, première assemblée quelque peu nationale de l'histoire de France. Nous sommes ici après le serment du jeu de paume, encore une fois. Il a siégé aux côtés des modérés,
Il y avait, vous savez, les feuillants, il y avait les montagnards, les jacobins, les girondins, bref, toutes sortes de mouvances, prolongation de ce qui est aujourd'hui les partis politiques, groupes politiques, et notre Normand a fait partie des plus modérés, donc, de ceux qui souhaitaient réformer sans détruire, concilier les héritages de l'Ancien Régime avec les aspirations nouvelles du peuple. Sans doute ici reconnaissons-nous la touche, la philosophie politique de ceux qui étaient considérés appelés les Girondins. Mais je ne peux pas vous en parler de manière assurée puisqu'il n'y a pas beaucoup de références à ce sujet. Mais on y reconnaît l'esprit. Il a participé activement au comité des contributions, c'est-à-dire de ceux qui ont contribué à rédiger des lois fiscales essentielles, et s'est lié d'amitié durant ces périodes-là, eh bien, avec des parlementaires de tendance sage, un réseau qui comptera plus tard. Mais très vite, la révolution a glissé vers la violence. On dit régulièrement que la révolution a mangé ses enfants. Les Girondins ont été arrêtés, ensuite ce fut Robespierre lui-même, Danton, Marat, toutes ces personnes qui se sont montrées comme les plus enragées, elles aussi ont été mangées par la Révolution. Et dans ce tumulte où, encore une fois, je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, les amis d'aujourd'hui pouvaient être les ennemis de demain, où il fallait mesurer chacune de ces phrases, réfléchir à ses positionnements politiques, eh bien, Charles-François Lebrun a réussi, tel une anguille, à passer les embûches. Alors, il a été quand même rappelé plusieurs fois à l'ordre, il faut quand même en avoir conscience, mais sans être convoqué à l'échafaud. Et ce fut quand même un exploit. Bref, notre Normand donc est parvenu, même au bout du compte, à tirer son épingle du jeu et à apparaître comme un personnage de stabilité, doté de compétences, capable de gérer les finances publiques dans un contexte dit difficile. Et quand je disais, ça me revient, qu'il a été effectivement rappelé à l'ordre plusieurs fois, il a été emprisonné pendant la Terreur, suspecté par des révolutionnaires extrémistes, avant d'être libéré à la chute de Robespierre en 1794. Donc vous voyez que ce fut quand même particulièrement difficile. Il a présidé le Directoire à la chute notamment de la Couronne, et c'est là que tout a commencé pour notre Normand. Car avec la fin de la Terreur et l'installation du Directoire, Lebrun est revenu sur le devant de la scène publique. Il fut élu au Conseil des Anciens, c'est une assemblée législative du nouveau régime, où il s'est forgé une réputation d'expert des questions financières et budgétaires. Là, encore, il a prêché la réconciliation nationale, l'amnistie des émigrés. Émigrés, c'est ces représentants de la noblesse qui ont fui le pays pour éviter d'être dépouillés d'une part, mais surtout d'être convoqués à l'échafaud. Et s'est opposé aux politiques extrêmes qui menacèrent dès lors d'aggraver les fractures sociales déjà bien observables dans le pays. C'est ainsi qu'en 1799, lorsque les troubles politiques poussèrent à un coup d'État appelé du 18 Brumaire, Lebrun est apparu comme l'homme de confiance, idéal pour incarner un pouvoir nouveau, stable, modéré, capable d'assurer l'ordre et la prospérité. Ce 18 Brumaire qui a été mené notamment par Napoléon Bonaparte. Et le 13 décembre 1799, avec ce dernier et Jean-Jacques Régis de Cambacérès, Lebrun est devenu 3e consul, la 3e figure du pouvoir exécutif du nouveau régime appelé le consulat. Premier consul,
Napoléon Bonaparte, deuxième consul pour les questions de droit Cambacérès, et enfin pour les finances de l'État, notre natif de la Bouchelière dans la Manche, Charles-François Lebrun. Et ce rôle ne fut pas un simple titre, puisque notre Normand a été chargé de surveiller les finances publiques, domaine dans lequel Bonaparte lui-même a admis ne pas être un expert. En tant que modéré, il a rassuré les bourgeois, les propriétaires, les administrations locales, bref, ceux qui avaient peur de l'instabilité révolutionnaire autant que du retour de l'absolutisme. Encore une fois, souffler le chaud et le froid, savoir composer, faire preuve de diplomatie. Très vite, il s'est investi dans la construction d'institutions durables, mêlant efficacité administrative et contrôle public rigoureux. D'ailleurs, l'un de ses grands héritages est sa contribution à l'organisation, à la fondation de la Cour des comptes. Oui, cette Cour des comptes qui existe encore aujourd'hui. C'est en 1807, alors qu'il était déjà prince archi-trésorier de l'Empire, puisqu'entre-temps, l'Empire a été instauré par Napoléon Ier, il a participé à sa création et à son installation officielle. Cette institution, encore aujourd'hui, a pour mission de contrôler les finances publiques, d'auditer les comptes de l'État et de garantir la transparence de la dépense. Et pour l'époque, ce fut une innovation majeure, rendez-vous compte. La Cour des comptes n'est pas seulement un outil administratif. Elle symbolise l'un des premiers efforts pour créer une gestion financière moderne et responsable de l'État. À une époque, dans un temps où les dépenses publiques étaient souvent opaques, où les budgets fluctuaient au gré des guerres et des crises, une telle institution est apparue comme une réponse directe aux demandes d'ordre, de prévoyance et de contrôle qui avaient traversé toute la Révolution française. Mais Lebrun n'en s'est pas contenté à cela. Ce ne fut pas seulement un homme de finances publiques, il fut également un artisan de l'essor économique du pays. Car en effet, en 1801, nous sommes de nouveau sous le consulat, il a participé avec Bonaparte, Cambacérès et d'autres personnalités éclairées à la création de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. Tiens, chers auditeurs, je vous en ai, souvenez-vous, déjà parlé dans d'autres épisodes. Nicolas Jacques Comté, Nicolas Louis Vauquelin, bref, tant de Normands qui ont participé à cette illustre institution. L'objectif, justement, stimuler l'innovation industrielle française, encourager les inventeurs, les ingénieurs, améliorer les techniques de production, diffuser les connaissances et promouvoir la compétitivité de la France face au grand rival industriel de ce siècle, l'Angleterre. La société, inspirée des sociétés savantes déjà existantes en Europe, voulut mettre la science et l'industrie au service de l'économie nationale en valorisant les talents, les découvertes techniques et les inventions. Ce fut une première étape vers une politique d'encouragement intellectuel et industriel qui a préfiguré plus tard les grandes politiques industrielles du XIXe siècle. Retenez quand même la carrière incroyable de notre Normand qui a commencé en étant député lors des États généraux, puis ensuite nommé président du directoire de Seine-et-Oise en 1791. Voilà la précision que je voulais apporter en arrivant au sommet de l'État. Et plus que ses responsabilités industrielles et financières, Napoléon Bonaparte, Napoléon Ier, l'a également missionné pour intervenir dans le champ de la diplomatie, puisqu'il fut notamment chargé de sortir de l'Empire pour négocier l'intégration de nouvelles
régions conquises par Napoléon Ier, telles que celle de Gênes ou encore l'ancien royaume de Hollande, alors avec plus ou moins de réussite. Il est vrai, mais encore une fois, cela démontre toute la considération que Bonaparte a portée à l'encontre de Lebrun. Alors, ensuite, il y a eu, vous savez, la continuité, la poursuite de cette période d'instabilité politique, puisque Napoléon Bonaparte a été vaincu une première fois, exilé, la monarchie a été restaurée avec l'arrivée au pouvoir de Louis XVIII et contrairement à d'autres personnalités, eh bien Lebrun a fait partie de ceux qui ont continué à exercer des fonctions importantes dans le royaume rétabli, puisqu'il fut nommé pair de France sous la Restauration. Preuve que sa compétence administrative a transcendé les régimes politiques. Alors, dans la continuité de cette instabilité, Napoléon Bonaparte est revenu, c'est le fameux vol de l'Aigle, la période dite des 100 jours jusqu'à Waterloo, où Charles-François Lebrun a reçu de nouvelles responsabilités en devenant grand maître de l'université. Et lorsque Bonaparte fut définitivement déchu de ses fonctions et que la monarchie fut pour plusieurs décennies rétablie, eh bien Louis XVIII continua d'assumer ses missions, ses prérogatives de pair de France. Alors, cela l'a conduit, cela l'a amené à finir ses jours paisiblement, à décéder à l'âge de 85 ans en 1824, en laissant un héritage durable dans les institutions françaises. Car Charles-François Lebrun, au bout du compte, n'est peut-être pas le nom le plus célèbre de l'histoire française. Il n'a pas fondé une dynastie, ni mené des armées sur le champ de bataille, mais il a incarné et continue d'ailleurs à le faire une autre forme de grandeur. Un homme capable de servir son pays dans ses heures les plus incertaines. Un gestionnaire de talent qui a contribué à la mise en place d'institutions solides. Un modéré convaincu que la France eut besoin de stabilité, de justice fiscale et d'un encouragement réel à l'innovation. Sa statue, d'ailleurs, trône aujourd'hui à Coutances. Elle est monumentale, à côté du tribunal de justice. Alors, peut-être pas forcément très bien mise en valeur, mais elle a le mérite d'être là, c'est mon avis. Ce qui rappelle aux Normands que d'où qu'ils viennent, petite cité de caractère ou grande zone urbaine, qu'il est possible, en faisant preuve de volontarisme, en faisant preuve de conviction et de compétence aussi, de s'accomplir et de s'élever dans la société. Je vous invite également à vous rendre à Saint-Sauveur village, Saint-Sauveur-Landelin précisément, pour observer cette plaque qui, aux abords d'un rond-point à l'entrée de la commune, rend hommage à Charles-François Lebrun, mais aussi à ouvrir la porte de l'église et d'observer ce vitrail sur lequel vous pouvez voir fièrement Napoléon Bonaparte, Cambacérès et le natif de cette localité, Charles-François Lebrun. Ce vitrail a été placé ici, dans cette commune, au début des années 2000, ce qui démontre très bien qu'ici, en Normandie, sa mémoire est bel et bien vivante.